Le silence dans le grand salon Miller N était pas celui du deuil respectueux, mais le bruit lourd et étouffé de l'attente. Chaque membre de la famille, assis sur les velours cramoisis hérités de génération en génération, attendait l'arrivée de Maître Leroux, la notaire, comme des faucons attendant leur proie. Mon père, Jacques Miller, nous avait quittés il y a 3 semaines, laissant derrière lui une fortune bâtie sur la discrétion et l'acier. Aujourd'hui, l'acier allait être partagé, et je savais déjà que la répartition ne serait pas juste. J. était assise à Dell, écart, près de la cheminée massive qui n'avait pas été allumée depuis l'automne, sentant sur moi le poids du mépris silencieux de mes tantes et de mes cousins. Pour eux, était Élise, la rêveuse, celle qui n'avait jamais su se poser l'aile, l'artiste qui vivait de petits boulots incertains, la honte discrète de la lignée. J. était le mouton noir, et dans l'atmosphère lourde de ce salon, J. était surtout le parasite. Jane, ma sœur aînée, incarnait l'exact opposé. Le succès, la stabilité, la fille parfaite. Vêtue d'un tailleur noir impeccable et d'un collier de perles dont la valeur surpassait mon revenu annuel, elle régnait sur la pièce. Elle s'entretenait à voix basse avec oncle Robert, assurant d'un geste de la main qu'elle avait tout géré. Concernant les arrangements funéraires, insinuant clairement qu'elle avait aussi géré les dernières semaines de mon père, et donc, son testament. Depuis l'adolescence, ma relation avec Jane S. était résumée à une série d'humiliations publiques, subtiles au début, puis de plus en plus ouvertes. Elle m'avait humiliée lors de chaque dîner de Noël, lors de chaque anniversaire, me traitant de fardeau émotionnel ou de charge financière pour papa. Cette douleur invisible que j'avais accumulée pendant toutes ces années était devenue une carapace froide, mais elle était sur le point de se fissurer. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau à beurre. Mes mains serraient le tissu de ma jupe, mais mes doigts étaient curieusement calmes. Dans la poche de cette jupe, niché contre ma hanche, se trouvait le petit dictaphone numérique que je n'avais pas quitté depuis des semaines. Il contenait ma vérité, mon bouclier, l'arme secrète que j'avais gardée en silence, sans jamais oser y recourir jusqu'à présent. Maître Leroux, la notaire, était annoncé pour 14 heures. Il était 13h55. C'est à cet instant précis que Jane, comme mue par un instinct prédateur, a choisi de me porter le coup de grâce, l'humiliation finale qui précéderait le verdict officiel de la notaire. Elle a interrompu sa conversation avec Robert, ses talons claquant sèchement sur le parquet ancien, se dirigeant droit vers mon coin sombre. Elle s'est arrêtée juste devant moi, sa silhouette projetant une ombre longue et menaçante sur le tapis perçant. Son sourire était poli pour la forme, mais ses yeux gris perçants, étaient remplis d'une condescendance glaciale qui me vrillait l'estomac. Tante Marianne et cousin Thomas, alertés par la proximité de Jane, ont discrètement cessé de parler et ont tourné la tête pour observer la scène. « Élise, ma petite Élise » a-t-elle commencé, sa voix portée juste assez fort pour être entendue par les proches alentours mais sans crier, préservant l'apparence de la discussion privée. « J'espère que tu n'attends pas trop de cette lecture. Il faut être réaliste, tu sais. Papa a toujours été un homme sensé. » Je ne répondis rien, me contentant de la regarder, mon visage un masque de résignation que j'avais porté si longtemps qu'il moumait, était presque impossible de le retirer. Le cœur me battait à un rythme lourd et sourd, mais une autre sensation montait, une froideur résolue que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir auparavant. « Tu sais, ces dernières années j'ai beaucoup parlé à papa, » a poursuivi Jane, appuyant sur chaque mot, savourant l'effet de sa confidence. Je lui ai rappelé à quel point il était important de protéger le capital familial. Un patrimoine ce n'est pas fait pour être dilapidé par des aventures artistiques. Elle a fait une pause, son regard balayant mon pull de laine simple, comme si mon vêtement était une offense directe à leur richesse. Puis vint l'attaque frontale, le mot qui résumait des décennies de mépris. Elle s'est penchée légèrement, son parfum coûteux m'enveloppant, et a chuchoté, mais avec une clarté audible. « Tu ne mérites pas une part juste, Élise. Soyons honnêtes, tu as toujours été le parasite de la famille. Tu n'as jamais contribué, tu n'as fait qu'absorber. Papa le savait. Et je m'en suis assurée. » Le mot, lâché devant tante Marianne, qui a instantanément porté la main à sa bouche, a résonné dans mon corps comme un coup de fouet. Parasite. La douleur était là, vive, lancinante, familière. Mais cette fois, elle était différente. Elle n'y était pas écrasante. Elle était catalytique. Jane se redressa, satisfaite de sa performance. Alors, sois discrète pendant la lecture. Accroche-toi à ce que tu auras, si tu as quelque chose. Et surtout, ne nous fais pas honte. C'est le dernier vœu de papa, après tout, la dignité. Elle m'a gratifié d'un dernier sourire faux avant de s'éloigner, rejoignant oncle Robert avec une démarche triomphante. Les regards de la famille, qui m'observaient maintenant ouvertement, étaient un mélange de pitié et d'approbation tacite envers Jane. Ils voyaient en elle la raison, et en moi, la vérité embarrassante qu'il fallait taire. J'ai senti les larmes monter, brûlantes, prêtes à déborder face à cette injustice éclatante, à cette humiliation publique et injuste, mais je les ai retenues. J'ai respiré profondément, l'air froid du salon remplissant mes poumons. Je me suis concentrée sur la sensation du dictaphone dans ma poche. Je n'avais pas enregistré cette conversation par vengeance au départ. Je l'avais fait par peur,
quelques semaines avant la mort de papa, après une discussion particulièrement tendue où Jane avait insisté pour que papa signe de nouveaux documents financiers. Je voulais simplement une trace, une preuve pour moi-même que je n'étais pas folle, que Jane manipulait bien les choses. L'enregistrement durait 12 minutes. 12 minutes où Jane, croyant parler à une amie au téléphone depuis la bibliothèque, détaillait avec une arrogance glaciale la manière dont elle avait isolé papa ces derniers mois, le bourrant d'histoires sur ma prétendue incapacité à gérer l'argent et sa nécessité absolue de me déshériter pour préserver l'entreprise familiale qu'elle convoitait depuis toujours. Elle y avouait des mensonges spécifiques sur mes dettes imaginaires, et, pire encore, elle se vantait d'avoir subtilement orienté la rédaction des dernières clauses testamentaires en jouant sur l'affaiblissement cognitif de notre père. Elle avait même ri en me qualifiant de naïf petit oiseau qui ne verrait rien venir. Au moment où Jane a prononcé le mot « parasite », j'ai senti la dernière once de respect filial et de retenue s'effondrer. La douleur accumulée pendant ces années de mépris invisible s'est cristallisée en une détermination froide et inébranlable. Ce N était plus seulement une question d'héritage. C était une question de survie morale, de dignité. Je n'allais pas rester assise à accepter le sort que Jane m'avait si méticuleusement tissé. J'allais révéler la vérité. Pas en privé, pas après la lecture, mais maintenant. Devant toute la famille, devant Maître Leroux. Ce jour-là, tout allait changer. Mais pour que cela se produise, il fallait que la salle devienne d'abord silencieuse, d'un silence que seule une vérité brutale pouvait imposer. Un léger tapotement à la porte attira l'attention de tous. Maître Leroux, la notaire, une femme d'une 50aine d'années au regard sérieux, est entrée, portant une mallette en cuir noir qui semblait contenir le destin de chacun. L'air se figea, les chuchotements cessèrent immédiatement. L'heure de la justice, ou de l'injustice, était arrivée. Jane, retrouvant son rôle de fille dévouée et responsable, se leva pour accueillir Maître Leroux avec une formalité étudiée, l'installant à la grande table ovale qui servait habituellement au dîner fastueux. Je me suis levée à mon tour, discrètement, mes doigts serrant le petit dictaphone. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était d'une clarté terrifiante. Maître Leroux ouvrit la mallette, en sortit l'enveloppe cachetée du testament. Elle posa ses lunettes sur son nez, balayant l'assemblée d'un regard professionnel, puis s'arrêta sur Élise. « Madame Miller, si vous voulez bien vous asseoir, » dit-elle poliment. Je me suis avancée, non pas pour m'asseoir, mais pour me placer juste derrière Jane, qui était assise en face de la notaire. Jane leva les yeux vers moi, surprise par ma proximité, un léger froncement de sourcils trahissant son agacement. En fait, Maître Leroux, avant que nous ne commencions cette lecture, dis-je, ma voix étonnamment était ferme et claire, rompant le silence sacré de l'attente. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris celui de Maître Leroux, qui me fixait avec une perplexité professionnelle. Jane se retourna brusquement. « Élise, qu'est-ce que tu fais ? Assieds-toi immédiatement !» C'est un moment solennel. Sa voix était un chuchotement menaçant, la façade de la perfection commençant à se craqueler. Je l'ignorais complètement. Je sortis le dictaphone de ma poche. Il était noir, petit, presque insignifiant, mais il contenait la force d'une bombe. « Je vous prie de m'excuser de cette interruption, maître, mais j'ai une preuve que la volonté de mon père pourrait avoir été influencée de manière frauduleuse. » La salle devint immédiatement silencieuse. Était un silence lourd, absolu, bien plus terrifiant que le précédent. Oncle Robert se redressa, tante Marianne lâcha un petit halètement, et Jane, son teint passant du rose à un blanc livide, me fixa avec une horreur glaciale. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Élise ?» cria Jane, se levant d'un bond. « C'est ridicule !» Maître, ne tenez pas compte de ces élucubrations. Elle essaie juste de faire du chantage. Maître Leroux, cependant, ne regardait que l'appareil dans ma main. Elle était habituée aux conflits familiaux, mais l'introduction d'une preuve audio secrète lors de la lecture du testament était sans précédent. « Je vous demande de vous expliquer, mademoiselle Miller, » dit la notaire, sa voix empreinte de la plus grande prudence. J'ai appuyé sur le bouton de lecture, ignorant les tentatives désespérées de Jane pour arracher l'appareil. Mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai tenu bon. Le silence dans la salle était tel que l'on pouvait entendre le craquement des poutres anciennes. Puis, la voix de Jane, claire, distincte et arrogante, résonna, amplifiée par le petit haut-parleur. « Oui, bien sûr, il a signé. Le vieux devient vraiment confus avec les chiffres maintenant. Il pense que je le protège Élise. Il croit vraiment que j'ai besoin de le sauver de ce parasite. C'est tellement facile. » J'ai bien insisté sur le fait qu'elle dilapiderait tout s'il lui laissait plus qu'une miette symbolique. Il a tout transféré au trust que j'administre. 12 millions d'euros, mon amour. Et ce petit oiseau naïf ne verra rien venir. Elle est trop occupée à peindre ses misérables toiles. Il suffit de lui laisser les tableaux qui n'ont pas de valeur. Il faut garder la fortune intacte. Pour moi, pas pour elle. Il y a 1 an, il allait lui laisser la moitié. 1 an de travail acharné pour le convaincre qu'elle était un danger. Ça valait le coup. La voix de Jane, pleine de suffisance et d'une cruauté calculée, résonnait dans le salon feutré. L'enregistrement se termina sur un rire méprisant et sec de ma sœur. La salle est devenue totalement silencieuse.
était le silence le plus dense, le plus choquant que j'ai jamais connu. Il n'y avait plus de chuchotement, plus de pitié, juste l'onde de choc traversant chaque visage. Les yeux de tante Marianne étaient écarquillés d'horreur. Oncle Robert avait sa bouche entr'ouverte. Jane, figée, semblait avoir perdu toute capacité motrice. La couleur avait complètement déserté son visage. Elle était exposée, démolie publiquement par sa propre voix. Elle m'a regardé non plus avec mépris mais avec une haine pure et terrifiée, sachant que j'avais révélé la vérité de ses manipulations devant la notaire et toute la famille. Ce jour-là, tout a changé. J était enfin reconnu. La voix de Jane, pleine de suffisance et d'une cruauté calculée, résonnait dans le salon feutré. L'enregistrement se termina sur un rire méprisant et sec de ma sœur. La salle est devenue totalement silencieuse. Était le silence le plus dense, le plus choquant que j'ai jamais connu. Il n'y avait plus de chuchotement, plus de pitié, juste l'onde de choc traversant chaque visage. Les yeux de tante Marianne étaient écarquillés d'horreur. Oncle Robert avait sa bouche entr'ouverte, incapable de reprendre son souffle. Jane, figée, semblait avoir perdu toute capacité motrice. La couleur avait complètement déserté son visage, laissant une pâleur de cire qui contrastait violemment avec le noir de son tailleur. Le collier de perles, symbole de sa respectabilité impeccable, semblait soudain peser lourdement, comme une chaîne. Elle m'a regardé, non plus avec mépris, mais avec une haine pure et terrifiée, sachant que j'avais révélé la vérité de ses manipulations, devant la notaire et toute la famille. Ses lèvres se sont écartées pour former un mot, mais aucun son n'en est sorti. Était le silence de la déroute, assourdissant. Dans l'atmosphère glaciale du salon, où l'odeur du bois ancien et des cires de luxe le disputaient désormais à une forte odeur de panique, je me suis sentie curieusement légère. Le poids du mensonge, celui que je portais depuis l'adolescence, venait être transféré sur les épaules de Jane. J'ai rangé le dictaphone, le glissant à nouveau dans la poche de ma jupe, mais je n'ai pas bougé. Je voulais que la famille voie l'intégralité de sa chute. Maître Leroux, après un long moment où elle n'avait montré aucune émotion visible, a été la première à briser le silence. Son professionnalisme prenait le dessus sur la stupéfaction. Elle ôta ses lunettes, les pinça entre ses doigts, avec une précision méticuleuse, puis les reposa sur la table. Le léger cliquetis du métal sur le bois résonna comme un coup de fusil. « Madame Miller », commença Maître Leroux, s'adressant à Jane d'une voix basse et tranchante. « Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Mademoiselle Élise Miller, l'enregistrement que vous venez de faire écouter est d'une gravité extrême. Si les faits rapportés par votre sœur se confirment, cela constitue une tentative caractérisée de captation d'héritage, aggravée par un abus de faiblesse dû à l'état de santé de votre défunt père. » Jane a finalement trouvé sa voix, un son rauque et brisé qui n'avait rien à voir avec son assurance habituelle. « C'est truqué, maître, elle a monté cela. Elle est jalouse, elle veut me faire chanter. » Elle se tourna vers oncle Robert, cherchant un soutien qu'elle avait toujours considéré comme acquis. « Robert, dis-leur, c'est une folle !» Oncle Robert, qui avait investi une part considérable de sa propre fortune dans les fonds gérés par le Trust Miller, était désormais aussi pâle que Jane. Les 12 millions mentionnés par ma sœur représentaient une menace directe pour sa propre stabilité financière si le trust était gelé. Il toussa, évitant le regard suppliant de Jane. « Jane, dit-il, sa voix tremblante. Ce rire! Ce n'est pas truqué, était ta voix, Jane. » La défection d'oncle Robert fut le coup le plus dur. Jane chancela. Son visage se tordit de fureur et de trahison. Elle réalisa, en une fraction de seconde, que l'échiquier venait d'être retourné, et que ses anciens alliés étaient prêts à la jeter sous le bus pour sauver leurs propres intérêts. Tante Marianne, assise sur le velours cramoisi, se couvrit les yeux de sa main manucurée. « Mon Dieu, Jacques, si seulement tu avais su, » murmura-t-elle, son émoi teinté d'une profonde honte familiale. Elle ne me regardait plus avec pitié, mais avec une sorte de respect mêlé d'effroi. Elle venait de comprendre que le mouton noir haine était pas celle qu'il croyait. Je fixai Jane. Il n'y avait plus de haine en moi, seulement une froide satisfaction, la sensation d'avoir enfin payé une dette accumulée depuis des années. La lourde porte à cajou s'ouvrit dans un grincement mesuré, annonçant l'arrivée tant attendue de Maître Leroux. La notaire, petite femme au tailleur gris impeccable et au regard vif, entra, portant sous le bras une mallette de cuir noir et une enveloppe scellée d'un cachet de cire rouge. L'air dans le grand salon Miller, déjà épais de non-dits et de convoitises, se densifia encore. Maître Leroux s'installa à la tête de la longue table Louis XV, son siège habituel, lors des événements familiaux importants, mais cette fois, l'enjeu était bien plus grand qu'un simple dîner de Noël. Elle déposa l'enveloppe au centre, un point focal minuscule mais explosif. Jane, assise en face de moi, affichait un sourire radieux, presque insolent. Elle portait une robe de deuil noir griffée qui semblait crier sa supériorité morale. Pendant que la notaire disposait ses papiers avec une précision clinique, Jane me gratifia d'un de ses regards furtifs et dédaigneux, ce mélange habituel de pitié simulée et de mépris réel qui m'avait rongé pendant des années.
Elle se pencha légèrement vers notre tante, murmurant quelque chose que je ne pus entendre, mais dont je devinais l'objet à la façon dont les yeux de la vieille femme se posèrent sur moi, pleins d'un jugement silencieux et amer. « Vous voyez, Élise ?» me lança Jane, sa voix portant juste assez pour que quelques membres de la famille l'entendent, mais pas assez pour être une confrontation ouverte. Toujours en marge. Même dans le deuil, tu ne parviens pas à trouver ta place. J'espère que tu as au moins eu la décence de t'habiller correctement. J'avais choisi une tenue simple, discrète, loin des démonstrations ostentatoires de richesse ou de chagrin que la famille affectionnait. J'ai soutenu son regard sans broncher. Le temps des larmes et de la détresse était terminé. Il ne restait plus qu'une froide détermination, renforcée par l'objet que je tenais fermement dans ma main, dissimulé dans la poche intérieure de mon sac. Pendant des années, elle m'a humiliée, me traitant de parasite, me dépeignant comme une incapable et une charge, et j'avais enduré cette douleur invisible en silence. Mais aujourd'hui, cette dynamique allait s'inverser. Maître Leroux éclaircit sa gorge, signalant le début des formalités. Mesdames, Messieurs, la lecture du testament de Monsieur Jacques Miller, conformément à ses dernières volontés, est sur le point de commencer. Elle attrapa délicatement un coupe-papier en argent, le faisant glisser vers la cire rouge du seau. Le son sec et imminent du papier qui allait se déchirer semblait faire vibrer l'air. La tension était à son comble. Toute la famille était penchée en avant, avide de connaître le verdict financier qui allait redéfinir leur existence. C'est à cet instant précis, juste avant que Maître Leroux n'entame l'acte irréversible de décacheter l'enveloppe, que je me suis levée. Mon mouvement fut lent, délibéré, mais d'une force inouïe. Le cuir de ma chaise frotta le parquet ancien dans un bruit aigu qui sembla percer la concentration générale. Tous les regards, ceux de la notaire, de Jane et de toute la famille, se braquèrent sur moi, une mosaïque de surprise, d'agacement et de curiosité. « Élise » siffla Jane, ses yeux étincelants de fureur contenue. « Assieds-toi immédiatement. Tu gâches la solennité du moment. Tu ne peux jamais faire comme tout le monde, n'est-ce pas ?» Les sifflements impatients et les murmures réprobateurs commençaient à se répandre autour de la pièce, mais je les ignorais. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'adrénaline pure. La sensation enivrante d'une vérité longtemps retenue sur le point d'exploser. Je m'adressai directement à Maître Leroux, maintenant totalement figé, le coupe-papier en suspens. « Maître Leroux, je vous prie de m'accorder un instant. Je crois qu'avant que les dernières volontés de mon père ne soient lues, il est essentiel que nous procédions à cette lecture à la lumière de la vérité complète. Une vérité qui concerne les manipulations de ma sœur, Jane ?» Le silence qui s'installa haine était plus d'attente mais de stupéfaction. Jane devint livide. « Quelle audace! Tu es en train de délirer, Élise !» elle cria, se levant elle aussi, ses mains pressées sur la table. « C'est une tentative grotesque de discréditer ta sœur juste avant la répartition des biens. » La notaire, dont le professionnalisme ne faisait aucun doute, baissa légèrement son outil, observant la scène avec une neutralité fascinée. « Mademoiselle Miller, la lecture du testament est un acte juridique formel. Si vous avez des objections légales. » « Ce n'est pas une objection légale, maître. » La coupai-je, ma voix tremblante, mais étonnamment forte. C'est la révélation d'une manipulation qui a duré plus de 10 ans. Et qui a fondamentalement altéré la relation de mon père avec moi. Et potentiellement ses décisions. Je ne demande pas la permission d'agir. J'informe la famille de ce qui est sur le point de se produire. Je sortis mon téléphone de ma poche, puis, de mon sac, je tirai un petit haut-parleur Bluetooth noir, que j'avais pris soin de charger la veille. Je l'allumai, la petite lumière bleue clignotant dans le clair-obscur du salon. L'air autour de moi était électrique. Les regards de la famille, d'abord réprobateurs, étaient transformés en une curiosité intense et malsaine. Ils voulaient du spectacle, et j'allais leur en donner un. Pendant des années, Jane a veillé à ce que la famille me voie comme l'enfant raté, l'incompétente, la décevante. La parasite, comme elle aime tant à m'appeler, mais elle ignorait que j'avais gardé en secret une preuve accablante. Je sentis les veines battre à mes tempes. Était le moment. Le point de non-retour. Je naviguais rapidement dans les fichiers audio de mon téléphone et sélectionnais l'enregistrement que j'avais fait, le jour où j'avais enfin compris l'ampleur de sa trahison. Sans attendre un autre mot de Jane, qui se précipitait déjà vers moi avec un visage déformé par la panique, je lançai l'enregistrement. Le son, amplifié par le petit haut-parleur, résonna dans le salon Miller, clair, net et brutal. La voix de Jane, indubitable, légèrement éraillée par un fond de champagne et d'arrogance, se projeta contre les murs tendus de soie. Oui. Bien sûr qu'il me croit. Ce vieil imbécile pense que c'est moi qui gère tout. Élise ? Mais elle ne représente aucune menace. Elle est si naïve. L'an dernier, quand elle lui a envoyé cette longue lettre pour expliquer ses difficultés financières, j'ai intercepté la correspondance, bien sûr. Je lui ai juste dit Élise était en pleine dépression nerveuse, qu'elle inventait tout pour lui soutirer de l'argent, et qu'elle était devenue ingérable et indigne de confiance. La voix dans le salon continuait, perçant l'atmosphère comme un couteau. J'ai même dû falsifier quelques messages pour faire croire qu'elle refusait de lui parler, vous voyez ? Le plus drôle, c'est qu'il a tout gobé. Il pense qu'elle est mentalement instable. Un vrai parasite, cette fille. Elle n'aura rien de toute façon. Rien. Je m'assurerai qu'il croit juste
à la fin qu'il me doit tout, et qu'elle ne mérite rien. La fin du segment était encore plus cruelle, le rire sarcastique de Jane emplissant la pièce, un rire qui se moquait ouvertement du père, de sa crédulité, et de sa fin imminente. Honnêtement, s'il savait que je l'appelle, le vieux chêne, derrière son dos, Hatala. Il a toujours été si prévisible, ce pauvre homme. Mais bon, il aura au moins servi à me rendre riche. L'astérisque. Le son s'arrêta brusquement. La salle est devenue silencieuse. Un silence absolu et terrifiant. Non pas le silence poli de l'attente, mais le vide choqué et glacé de la vérité révélée. Le son avait été si fort, si clair, si irréfutable. Le choc général fut palpable. Les visages figés autour de la table reflétaient une incrédulité mêlée d'horreur. Tante Hélène avait porté sa main tremblante à sa bouche. Mon oncle, habituellement si pompeux, avait les yeux écarquillés, fixant Jane. Jane, qui avait commencé à se précipiter vers moi pour arracher mon téléphone, Else, était figée à mi-chemin. D'abord stupéfaite, elle passa de l'incrédulité à la panique la plus brute. La couleur avait fui son visage, ne laissant qu'une pâleur cireuse. Elle était exposée, démolie publiquement, par sa propre voix. « Éteins ça !» hurla-t-elle finalement, le son de sa propre voix brisée contrastant violemment avec l'arrogance enregistrée. Elle se jeta sur moi, une bête traquée, ses longs ongles rouges, cherchant à s'emparer du haut-parleur. Je fus plus rapide. Je reculai d'un pas, protégeant l'appareil, tandis que Maître Leroux, rompant enfin son immobilité professionnelle, se levait d'un bond, frappant la table pour rétablir l'ordre. « Mademoiselle Jane Miller, asseyez-vous immédiatement !» ordonna la notaire, sa voix autoritaire coupant court à l'assaut de Jane. Jane s'arrêta, son corps tremblant de rage et de terreur. Elle réalisait que toute la famille avait entendu non seulement qu'elle m'avait calomniée, mais surtout qu'elle avait manipulé et méprisé notre père jusqu'à son dernier souffle. Elle qui se posait en fille dévouée, en héritière légitime et morale, venait d'être réduite à état de menteuse pathologique et de profiteur sans scrupules. Je restais debout, ma posture maintenant celle d'une guerrière victorieuse. J'avais attendu ce jour, patiemment, silencieusement, portant le fardeau de ses mensonges comme une armure. J'avais révélé la vérité devant tous. Était une libération que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon regard croisa celui de Jane. La haine qu'elle y projetait était immense. Mais pour la première fois, cette haine était teintée de peur. Une peur panique de ce que l'avenir, et surtout le testament, lui réservait maintenant que son masque était tombé. Maître Leroux ramassa ses notes, son visage trahissant une nouvelle gravité. Ce jour-là, tout a changé. L'héritage n'allait pas être le seul élément à être redistribué. La vérité et la respectabilité, étaient aussi. J'avais retrouvé ma valeur et ma voix. Le silence retomba. Mais il était désormais rempli de questions, de jugements, et d'un sentiment écrasant de justice immédiate. J'avais gagné la guerre non pas par l'argent mais par la vérité. Je restais debout, ma posture maintenant celle d'une guerrière victorieuse. J'avais attendu ce jour, patiemment, silencieusement, portant le fardeau de ses mensonges comme une armure. J'avais révélé la vérité devant tous. Était une libération que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon regard croisa celui de Jane. La haine qu'elle y projetait était immense, mais pour la première fois cette haine était teintée de peur. Une peur panique de ce que l'avenir, et surtout le testament, lui réservait maintenant que son masque était tombé. Maître Leroux ramassa ses notes, son visage trahissant une nouvelle gravité. Ce jour-là, tout a changé. L'héritage n'allait pas être le seul élément à être redistribué. La vérité et la respectabilité, étaient aussi. J'avais retrouvé ma valeur et ma voix. Le silence retomba. Mais il était désormais rempli de questions, de jugements, et d'un sentiment écrasant de justice immédiate. J'avais gagné la guerre, non pas par l'argent mais par la vérité. Le silence, désormais était plus le vide tendu de l'attente, mais un gouffre sonore, amplifié par écho du rire moqueur de Jane qui semblait s'accrocher aux lourdes tentures de velours cramoisi du salon. L'air, déjà saturé par l'odeur musquée du mobilier ancien et un léger parfum de lys funéraire, se chargea soudain d'une acidité métallique, celle de la honte et de la trahison exposée. Jane était pétrifiée, les mains levées à mi-chemin de son assaut, comme une statue inachevée. Sa pâleur était telle que le maquillage coûteux qu'elle portait, censé accentuer son statut de veuve digne, ne faisait que souligner la déchéance. Je pouvais voir le travail convulsif de son esprit. Comment nier l'évidence? Comment désavouer sa propre voix, amplifiée et diffusée dans une clarté impitoyable? Elle chercha désespérément un point d'ancrage dans la salle, son regard balayant les visages de la famille, cherchant une once de soutien ou d'incrédulité, mais ne trouvant qu'une froide, une terrifiante condamnation. Tante Hélène, qui m'avait si souvent regardé comme une simple tache sur l'honneur des Miller, laissa échapper un petit son guttural, quelque chose entre le haut-le-cœur et le sifflement. Falsifier des messages, appeler son père, le vieux chêne, murmura-t-elle, sa voix rocailleuse peinant à contenir son indignation, moins pour mon père, je le savais, que pour l'atteinte à la décence et à l'argent. Mon oncle Robert, un homme d'affaires prudent dont l'attachement à éthique était directement proportionnel à son bénéfice, retira ses lunettes,
les essuyant nerveusement. Il observait Jane, non pas avec la colère du parent trahi, mais avec la distance clinique de celui qui vient de voir un partenaire d'affaires révéler une fraude monumentale. Sa posture entière exprimait « Je n'ai rien à voir avec cette personne ». Maître Leroux, elle, avait récupéré une partie de son calme professionnel, mais ses mains, posées à plat sur le testament scellé, tremblaient légèrement. Elle comprenait l'onde de choc juridique et moral que cette révélation impliquait. Mademoiselle Élise, intervint la notaire, sa voix de nouveau ferme, bien que traversée par une tension inédite. Je reconnais la gravité de ce que nous venons d'entendre. Cet enregistrement, s'il est authentique et non monté, constitue une preuve accablante de l'atteinte à l'honneur et de la manipulation psychologique exercée sur votre père, Monsieur Jacques Miller, durant ces dernières années. Elle désigna Jane d'un mouvement de tête sec. Mademoiselle Jane Miller, vous êtes sous le coup d'une grave accusation. Jane trouva enfin sa voix, une plainte rauque et déchirée. C'est une contrefaçon? Elle a monté ça? Élise a toujours été jalouse, elle est capable de tout pour me nuire. C'est une machination. Ses yeux exorbités cherchaient à désarmer la notaire, mais son langage corporel, cette rage incontrôlée, ne faisait que confirmer l'authenticité de l'audio. Je restais immobile, le petit haut-parleur dans ma main me procurant une sensation de pouvoir physique, le poids de la vérité. Non, Jane, ce n'est pas une machination. C'est un enregistrement de ta propre voix, fait il y a 6 mois, lors du gala de charité, quand tu t'es vanté, ivre de champagne et d'arrogance, de la façon dont tu avais écarté la Cardis, parasite, en faisant croire à papa que Jean était folle. Tu te souviens? Tu croyais que la musique et le bruit couvriraient tes propos, mais J était juste derrière le rideau, et j'avais déjà compris. Le souvenir de ce jour me traversa. La douleur lancinante de la réalisation, le froid qui m'avait saisi en entendant le lit, étendu de la trahison. Ce jour-là, Élise, la pleureuse, était morte. Élise, la stratège, était née. J'avais passé 6 mois à planifier cette unique, explosive minute. L'effet de mes mots fut dévastateur. Jane n'eut plus de force pour la négation. Elle s'effondra sur sa chaise, sa tête entre les mains, le désespoir prenant le dessus. Le noir de sa robe de deuil, si élégant il y a quelques minutes, semblait maintenant absorber toute la lumière, symbolisant sa chute. Maître Leroux frappa la table avec le manche du coupe-papier en argent, le son sec résonnant comme un coup de feu. Assez! Le tribunal, ou plus tard les avocats de Mademoiselle Élise, trancheront quant à la recevabilité de cette preuve dans le cadre d'une éventuelle contestation. Mais nous ne sommes pas ici pour un procès. Nous sommes ici pour lire les dernières volontés de Monsieur Miller. Elle s'adressa à moi, avec une nuance de respect mêlée d'inquiétude. Mademoiselle Élise, vous avez exposé une information d'une importance capitale qui, l'RS, était figée, plus épais qu'avant même la lecture des clauses. Maître Leroux, qui avait levé la main pour appeler au calme, resta immobile, les traits tirés par une surprise professionnelle qu'elle s'efforçait de masquer sous une expression neutre. Ce n'était plus Élise qui parlait, mais un enregistrement d'une clarté déconcertante, capté sans doute lors d'une de ces disputes privées que Jane croyait à l'abri des oreilles indiscrètes. Le son, bien que provenant de l'objet minuscule tenu par Élise, résonnait dans le silence absolu du salon. La voix de Jane, légèrement éraillée, remplissait l'espace, et elle, était plus hautaine ni moqueuse. Elle était impérieuse et pleine d'une froide menace. « Je te l'ai dit, papa » entendit-on Jane, avec cette intonation pressante qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose sans discussion. « Si tu t'obstines à laisser la moitié de l'entreprise à cette bonne à rien d'arrêt, Élise, je coupe les ponts. Définitivement, tu n'auras plus de nouvelles, ni de moi, ni des enfants. C'est la seule façon. » Un silence d'enregistrement suivit, certainement le soupir faible de notre père, toujours incapable de résister au chantage affectif de sa fille aînée, celle qu'il avait toujours préférée. Puis, la voix de Jane revint, triomphante et glaçante. Elle n'a rien fait de sa vie. Elle doit comprendre qu'elle est une charge, un parasite. Je prends la majorité, tu le modifies maintenant, ou tu me perds. Tu choisis, ta fille loyale qui protège ton héritage, ou cette ombre qui ne fait que traîner. L'enregistrement s'interrompit brusquement, Élise ayant retiré son doigt de l'île, écran. Le silence qui s'ensuivit n'était pas le silence tendu d'une attente, mais le vide assourdissant d'une implosion. Était un silence si lourd qu'il semblait presque audible, écrasant la famille réunie sous le poids d'une vérité ignoble. Les regards, qui étaient d'abord posés sur Élise avec de la pitié teintée de jugement lorsqu'elle avait sorti son téléphone, se tournèrent maintenant vers Jane, une incrédulité muette peinte sur tous les visages. Jane Miller, l'icône de la réussite, la fille parfaite et dévouée, venait être exposée non pas comme la gardienne de l'héritage, mais comme la manipulatrice cynique qui avait extorqué les dernières volontés de son père sur son lit de mort. Ses joues, d'habitude d'un rose assuré, devinrent d'un blanc spectral, contrastant violemment avec la tache cramoisie qui montait dans son cou. Elle était figée, la main encore levée après son propre discours d'humiliation, son corps trahi par la panique absolue.
Maître Leroux fut la première à briser le silence. Elle inspira profondément, le son léger de sa respiration dans l'air vicié faisant l'effet d'un coup de canon. Son expression, initialement surprise, Francis, était durcie en une rigueur professionnelle et implacable. Elle se pencha légèrement vers Élise, son regard perçant. « Madame Miller » commença Maître Leroux, sa voix basse mais ferme. « Je dois vous demander si cet enregistrement est l'original, et si vous êtes en mesure d'en garantir l'authenticité. » Élise hocha lentement la tête, sa gorge aussi, éclaircissant avec l'effort de reprendre sa propre voix, longtemps étouffée. Elle n'avait plus besoin de crier pour être entendue. « Il est l'original, maître. Je l'ai conservé en secret depuis plus d'1 an, sachant qu'un jour j'aurais besoin de cette preuve pour me défendre. Mon père me l'avait discrètement confié, me suppliant de ne le révéler que si Jane allait trop loin. Ce jour est arrivé. » Jane sortit enfin de sa torpeur, l'horreur se transformant en fureur animale. Elle se leva d'un bond, faisant vaciller la chaise derrière elle. Ses yeux étaient injectés de sang, et elle pointa un doigt tremblant vers Élise. « C'est un montage ! C'est faux ! Élise, tu es pathétique ! Tu as toujours été jalouse de moi ! Tu as fabriqué ça pour salir mon nom, pour nous voler !» hurla-t-elle, sa voix stridente trahissant sa panique. Ses paroles étaient vides, car l'aile, écho de sa propre voix, calmement menaçante, résonnait encore dans l'esprit de tous les présents. Maître Leroux leva la main, coupant sèchement Jane au milieu d'une dénégation. « Madame Jane Miller, veuillez vous rasseoir. Ces accusations d'influence indue, appuyées par un enregistrement, sont d'une extrême gravité. Elles remettent en question non seulement la validité morale, mais surtout la validité légale du document que je m'apprêtais à lire. » La notaire, dont le devoir était la stricte impartialité, sortit un carnet de notes de sa mallette. Elle nota méticuleusement le contenu de la preuve, la date approximative, et les conditions dans lesquelles l'enregistrement avait été révélé. Son geste, lent et précis, transformait la scène familiale chaotique en une procédure juridique formelle, conférant une légitimité terrifiante à la preuve secrète d'Élise. Pour la première fois en 20 ans, Élise sentit une vague de puissance l'envahir. Ce haine était pas une puissance agressive, mais le calme souverain de celui qui détient la vérité. Toutes les humiliations publiques, les remarques acerbes sur son manque de carrière, le mépris dans la voix de Jane la traitant de parasite juste avant ce moment décisif, toute cette douleur invisible était cristallisée dans cette minute de justice. Elle ne répondit pas aux hurlements de Jane. Elle ne s'excusa pas. Elle ne cria pas. Elle fit simplement ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle regarda Jane Miller, sa sœur bourreau, droit dans les yeux. Il n'y avait ni haine, ni triomphe cruel dans le regard d'Jane et Élise. Seulement la reconnaissance clinique d'une vérité enfin mise à jour. Était le regard d'une survivante, et non plus celui du mouton noir. Jane vit son reflet dans les yeux d'Élise. Elle n'y voyait plus une victime, mais son propre bourreau exposé. Cette réalisation la fit tituber. Ses genoux cédèrent, et elle se laissa tomber lourdement sur sa chaise. Elle couvrit son visage de ses mains, sanglotant des larmes amères, non de remords, mais de fureur et de honte publique. L'agresseur était démoli, non par la force physique, mais par l'écho de ses propres manipulations enregistrées. Maître Leroux frappa doucement la table avec l'extrémité de son stylo, ramenant l'attention sur elle. Compte tenu de la preuve présentée, qui indique une possible influence indue et une contrainte morale sur le testateur, je suis dans l'obligation de suspendre immédiatement cette lecture. Ce document ne peut être validé sans une enquête approfondie menée par mon office et les autorités compétentes. Elle rangea l'enveloppe scellée du testament dans sa mallette avec une précision glaciale. Madame Élise Miller. L'enregistrement que vous détenez est une preuve matérielle cruciale. Nous devrons le mettre sous scellé et procéder à une expertise pour en confirmer la date et l'absence de modification. Mais si son authenticité est confirmée, la succession sera gelée et le testament potentiellement annulé. La famille, incapable de parler ou de bouger, comprenait la portée des mots de la notaire. Le pouvoir que Jane avait exercé depuis des décennies sur notre père et sur la fortune familiale venait de l'eau lasse, évaporé dans la réverbération de cet enregistrement audio. Ils avaient tous été témoins de la corruption, de l'humiliation et, finalement, de la révélation. Élise se redressa, sentant la chaleur monter dans sa poitrine. Ce haine était pas la chaleur de la colère, mais celle de la libération. 20 années passées à marcher sur la pointe des pieds, à subir les remarques cinglantes de Jane, à être dépeinte comme elle, échec familial, venait d'être effacée par quelques minutes de vérité brute. J'ai révélé la vérité, pensa Élise, se sentant incroyablement légère. La pièce était toujours silencieuse, mais ce silence était plus oppressant. Il était cathartique. Maître Leroux se leva, signalant la fin de la réunion. Je vous recontacterai tous pour les suites de cette affaire. Elle adressa un regard à la fois mesuré et respectueux à Élise, avant de se diriger vers la lourde porte à cajou, suivie des membres de la famille qui éclipsaient rapidement, incapables de supporter la vue de Jane effondrée et exposée. Je suis restée la dernière, regardant ma sœur qui ne pouvait plus se défendre. Le masque était tombé. Je n'avais plus besoin de me justifier, de me cacher, ou de m'excuser d'exister.
J'avais récupéré ma dignité que Jane avait méticuleusement tenté de détruire. La lecture du testament était suspendue, l'issue financière incertaine, mais l'issue personnelle était déjà limpide. Ce jour-là, tout a changé. J'ai cessé d'être un parasite. J était enfin reconnu, non pour l'héritage, mais pour le courage d'avoir gardé en secret la preuve de son crime, et de l'avoir révélé devant tous, ramenant la justice immédiate dans un monde d'injustice silencieuse. 18 115 caractères. J'ai révélé la vérité, pensa Élise, se sentant incroyablement légère. La pièce était toujours silencieuse, mais ce silence haine était plus oppressant. Il était cathartique, comme le vide laissé après l'expulsion d'un poison longtemps retenu. Maître Leroux se leva. Ses mouvements précis et dénués de toute émotion superflue. Mais son regard, lorsqu'il croisa celui d'Élise, portait une nouvelle nuance de respect professionnel, une reconnaissance tacite pour la gravité et la force tranquille de l'acte qu'elle venait d'accomplir. « Je vous recontacterai tous pour les suites de cette affaire, annonça-t-elle, sa voix reprenant son ton d'autorité notariée. Elle adressa un regard à la fois mesuré et respectueux à Élise, avant de se diriger vers la lourde porte à cajou. Le bruit sec du loquet, puis celui, plus sourd, de la porte se refermant, marqua la fin formelle de la cérémonie et le début d'une toute autre procédure, moins familiale et bien plus judiciaire. Les autres membres de la famille, nos cousins, nos oncles et tantes, qui avaient assisté à l'effondrement moral de Jane, ici, éclipsaient rapidement. Le salon, d'ordinaire si accueillant avec ses boiseries sombres et ses fauteuils confortables, était transformé en un piège de honte et de malaise. Ils ne voulaient pas être associés à l'exposition, ni forcés de prendre parti entre la victime enfin vengée et le bourreau déchu. Ils évitaient le regard d'Élise, mais fuyaient surtout la vue de Jane, dont la déchéance était trop violente, trop réelle pour être ignorée. Leurs murmures étaient étouffés, leurs pas pressés sur le tapis perçant, comme s'ils s'enfuyaient d'un lieu contaminé. L'air, quelques instants auparavant figé par la menace, sentait maintenant le parfum trop sucré de la panique et la lourde odeur du cuir des fauteuils chauffés par la tension. Je suis restée la dernière, ancrée dans mon fauteuil, observant l'exode. Chaque départ était une confirmation de la nouvelle hiérarchie invisible qui venait de s'établir. Je regardais ensuite ma sœur qui ne pouvait plus se défendre. Le masque de la réussite et de la vertu filiale était tombé, gisant au pied de sa chaise comme un déguisement bon marché. Jane continuait de sangloter, le son étouffé de sa détresse résonnant contre le tissu de ses mains jointes. Ce N était pas des larmes de chagrin ou de remords, non. Était le bruit d'une machine complexe et bien huilée qui venait de se gripper brutalement, le craquement de l'ego mis à nu. Ses épaules étaient secouées de spasmes, son corps s'affalant dans une contorsion de fureur impuissante. Elle avait toujours géré les crises par l'agression. Maintenant qu'elle ne pouvait plus agresser, elle implosait. J'ai senti mes muscles se détendre, une relaxation que je n'avais pas connue depuis l'adolescence. Pendant toutes ces années, j'avais marché en état d'alerte permanent, attendant le prochain reproche, la prochaine flèche empoisonnée. Jane était une ombre constante sur mon existence, transformant mon silence en timidité, ma discrétion en incapacité, mon choix de vie simple en échec. Je n'avais plus besoin de me justifier. Je n'avais plus besoin de me cacher ou de m'excuser d'exister, d'occuper un espace, de respirer le même air qu'elle. J'avais récupéré ma dignité que Jane avait méticuleusement tenté de détruire. Parcelle après parcelle, mot après mot. Elle m'avait forcé à la dissimulation, me traitant de menteuse, de ratée, de parasito. Ce terme résonnait dans mon esprit avec une ironie cinglante. Elle m'avait appelé « parasite » parce que je n'avais pas cherché à accumuler la fortune, parce que mon chemin était à l'écart de la course effrénée au pouvoir. Mais qui était le véritable parasite ? Celui qui vivait simplement en marge, ou celle qui était nourrie de la faiblesse d'un père mourant, extorquant ses dernières volontés par le chantage affectif le plus vil ? L'enregistrement, témoignage glaçant de sa tyrannie froide, répondait à cette question mieux que 1000 avocats. Elle n'avait rien construit, elle n'avait fait que s'approprier et détruire. Était elle qui était l'ombre, la sangsue accrochée à l'héritage de notre père. La lecture du testament était suspendue, l'issue financière incertaine. La succession serait gelée, les avocats se nourriraient de la bataille à venir, et le processus serait long et douloureux. Mais l'issue personnelle était déjà limpide, cristalline. Ce jour-là, tout a changé. Non pas dans le compte en banque, mais dans la structure même de mon identité. J'ai cessé d'être un parasite. Jitarali était enfin reconnu, non pas pour l'héritage matériel que j'aurais pu recevoir, mais pour le courage d'avoir gardé en secret la preuve de son crime, la preuve de ma propre intégrité, et de l'avoir révélée devant tous, ramenant la justice immédiate et brutale dans un monde familial construit sur l'injustice silencieuse. Je me suis levée. Le mouvement était lent, mes articulations craquant légèrement après cette longue immobilité forcée. Était un geste physique simple, mais il contenait la force de 20 ans de résistance intérieure. Je me tenais debout, dominant ma sœur pour la première fois. Jane n'avait pas bougé, toujours recroquevillée. J'ai fait quelques pas dans le salon, observant les moulures dorées,
les tableaux de famille que nous avions toujours trouvés trop pompeux. Je n'avais jamais aimé cette maison. Trop grande, trop pleine des fantômes des attentes paternelles et de l'arrogance de Jane. Mais aujourd'hui elle était plus le théâtre de mon humiliation. Elle était le lieu de ma victoire silencieuse. Mon regard revint vers Jane. Jeune, éprouvait pas de pitié. La pitié était un luxe que seule la bourgeoise triomphante pouvait s'offrir. J'y éprouvais une étrange forme de vide. Le monstre qui m'avait tourmenté pendant 2 décennies vaines était en réalité qu'une femme terrifiée par l'île, échec et obsédée par la validation sociale. L'entendre pleurer, la voir se disloquer, ne m'apportait pas la satisfaction brûlante que j'aurais pu imaginer. C était plus froid, plus définitif. C était la fin d'une guerre. Je me suis approché de la cheminée massive, sans la regarder, et j'ai ramassé le téléphone portable que j'avais laissé tomber sur une petite table d'appoint. L'écran était toujours allumé, le fichier audio en pause. C était un objet insignifiant, un petit rectangle de métal et de verre, qui contenait pourtant la destruction d'une vie de mensonges. Je l'ai glissé dans ma poche, sa présence rassurante, palpable. C était mon bouclier, ma déclaration d'indépendance. Alors que je me dirigeais vers la porte, je me suis arrêté à quelques mètres de Jane. Je n'ai pas prononcé un mot d'adieu, de menace ou de réconfort hypocrite. J'ai juste permis au silence de céder, étiré une dernière fois entre nous, un silence qui était plus rempli de la peur d'Hawk et Liz, mais du désespoir de Jane. Final,